Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui, on est à Bahia au Brésil. Aujourd'hui, je vais m'adresser à deux titres en tant que religieux du bouddhisme, donc Lama Kunzang, et puis aussi en tant que personne, parce que évidemment, il est important de partager son expérience personnelle. J'ai eu des lamas qui étaient absolument géniaux. À l'ODEV, on avait un lama qui est arrivé des États-Unis, il s'est enfermé pendant 6 mois dans sa chambre pour apprendre le français devant la télévision et voir quelle était la culture des Français. Et ensuite, il enseignait le bouddhisme en utilisant Dallas, Dynastie, les feux de l'amour, Hélène et les garçons, c'était il y a quelques années déjà. Et moi, je trouvais absolument génial que ce lama puisse rentrer dans la culture occidentale, apprendre la langue et arriver à nous apporter l'éveil et à nous enseigner à travers nos repères culturels. Il est comme un poisson qui est rentré dans notre aquarium et qui va nous guider vers la lumière. Et je trouve que c'est une activité absolument géniale. Donc aujourd'hui, on va parler de la théorie de la conspiration. Et en particulier, on va parler de l'état de paranoïa totale dans lequel sont les acteurs de la théorie de la conspiration. Et on va voir au cours de cet exposé qu'il y a un narratif conspirationniste, que ce narratif, il est extrêmement dangereux parce qu'il sépare la société en deux et il s'exempte d'un certain nombre de réflexions. Généralement, les gens qui divulguent la théorie de la conspiration, ils n'ont pas de formation scientifique et ils s'aventurent beaucoup sur des terrains scientifiques, notamment médicaux, et les pratiques médicales sans avoir de compétences dans ce domaine-là et sans avoir étudié. Ça ne veut pas dire qu'on peut bien apprendre en autodidacte. Par exemple, mon ami Philippe Gendroc, c'est un autodidacte et il est très bon. Moi, j'ai tous ses livres, je les ai tous lus et c'est un excellent auteur qui compile des données américaines, qui met ses propres commentaires. Il y a une influence steinérienne pour lui, mais j'ai beaucoup donné ses livres, notamment celui sur la maladie de Lyme, parce qu'il a touché du doigt, grâce à des études scientifiques et grâce à ses capacités d'analyse, un certain nombre de vérités. Il a eu un rôle très important pendant la pandémie parce qu'il a contré la pensée conspirationniste en montrant que ce qu'on nous faisait passer pour des vaccins n'était pas forcément des vaccins. Un vaccin, ça correspond à une définition. Après, il y a d'autres thérapies, mais c'est quand même un peu frauduleux de les appeler vaccins. En tout cas, les sociétés qui se sont aventurées dans ce domaine-là, elles ont été sanctionnées. Il y a maintenant de très vastes enquêtes au niveau international. Il y a des sociétés du lobby pharmaceutique qui ont très très mauvaise réputation. C'est le cas de Pfizer. Pfizer a une liste criminelle de condamnation pour escroquerie, divulgation de fausses informations, empoisonnement, etc., corruption qui est absolument gigantesque. C'est une entreprise qui n'est pas fiable. Ça ne veut pas dire que le matériel qu'elle propose n'est pas fiable, ça c'est une autre chose, mais cette entreprise en elle-même, elle a montré qu'elle n'était pas fiable, et on peut dire la même chose de Moderna et des grands acteurs. À côté, ici au Brésil, on a eu la chance d'avoir le Coronavac qui a sauvé énormément de vies en Inde. En Chine, il y a eu le Sinovac, ce qui veut dire que la technologie du vaccin, elle fonctionne. Ici, au Brésil, si la poliomyélite est descendue comme ça, c'est parce qu'il y a la vaccination contre la poliomyélite. Bien entendu, il y a d'autres manières de se soigner, mais dans tout l'arsenal médical qui est à notre disposition, au Brésil, vous allez à l'hôpital, on vous propose de l'acupuncture, du reiki, du shiatsu, toutes les techniques de la médecine chinoise, toutes les techniques qui existent d'un point de vue médical, ici, elles sont proposées sans aucun sectarisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie formation médicale et que cette formation médicale des médecins, elle est beaucoup moins infiltrée par la corruption des grands laboratoires qui achètent des chercheurs, qui achètent des professeurs d'université et qui, sur la base du rapport Flexner et de l'accord d'Alma-Ata qui a été imposé par les Rockefeller, a fait la grande fortune des grands pharmaciens. Ça n'a pas forcément fait la fortune des clients ni des États. Mais en tout cas, il y a plusieurs offres médicales. Ici au Brésil, elles sont toutes présentes et c'est vraiment un plaisir de vivre dans un pays où il n'y a pas de sectarisme. On dit souvent que le Brésil est corrompu. C'est vrai, il y a beaucoup de corruption au Brésil. L'ère Bolsonaro, le héros des conspirationnistes, l'a montré. Bolsonaro a été l'homme politique le plus corrompu de toute l'histoire du Brésil jusqu'à déposséder des indigènes de 800 millions de reais, ça fait à peu près 150 millions d'euros, dont ils ont été dépossédés, et ça a fini en génocide pour lequel Jair Bolsonaro ira devant la Cour pénale internationale, en tout cas on l'espère,
que justice soit faite contre cet individu qui pourtant demeure encore le héros des Steinériens avec Vladimir Poutine et Donald Trump. Donc aujourd'hui, on va parler de la théorie de la conspiration, comment ça fonctionne, comment elle est particulièrement nocive, comment en réalité elle est faite pour stériliser, de fait, c'est pas forcément voulu, mais de fait, cette théorie de la conspiration, elle empêche d'avoir un débat sur l'État, elle empêche d'avoir un débat sur les élites financières, elle empêche d'avoir un débat sain sur notre époque. D'un côté, on a un système qui nous dit qu'il a tout le temps raison, et d'autre part, on a un certain nombre de personnes qui sont complètement dans la paranoïa, et on va d'abord analyser cette paranoïa, et ensuite on va revenir à Vladimir Poutine. À tout de suite. Pour préparer cette vidéo, et je la fais sans note, eh bien, je me suis inspiré d'une conférence très intéressante qui a été donnée par nos amis de Québec, notamment le CEFIR. Et le CEFIR, il a comme mission d'étudier le discours conspirationniste. Il reçoit des subsides publics, il reçoit des aides privées parce que, en réalité, le conspirationnisme nuit à la santé mentale et il nuit à l'esprit critique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il est affecté de 5 défauts qui ont été soulignés par le CEFIR et que je rejoins tout à fait dans cette analyse pour le constater au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur ma chaîne parce qu'ils se sont laissés séduire par le conspirationnisme et ils pensent que j'ai un discours conspirationniste. Alors, j'ai jamais eu un discours conspirationniste, j'ai pas besoin des théoriciens de la conspiration pour savoir ce que prépare l'Union européenne, le Council of Foreign Relations, la trilatérale ou le Pentagone, etc. Parce qu'en réalité, ou la Fondation Rockefeller, parce qu'en réalité, tout est publié. Il y a aucune conspiration. Une conspiration, c'est secrète. Or, la planification de la gouvernance mondiale, ce qu'on appelle l'agenda 2030, qui a des aspects très positifs et des aspects qui, sur certains points, peuvent paraître inquiétants lorsqu'on les comprend mal, quand on les interprète à tort ou quand on voit l'intention qui est cachée, parce qu'il y a quand même une intention qui est derrière et qui ne correspond pas à la vision judéo-chrétienne qui était la nôtre jusqu'à présent, et bien du sens de l'histoire. Et c'est justement le premier point sur lequel la première pierre à jeter dans le chemin, dans le jardin des conspirationnistes, c'est que ils essayent de trouver un sens aux événements actuels et à l'histoire sur une base qui est la paranoïa. Donc il y aurait une élite secrète, cachée, qui ne dirait pas ce qu'elle veut, qui serait surgie comme ça, d'on ne sait où et on ne sait comment, et dans laquelle évidemment on trouverait toute la dialectique de l'extrême droite nationaliste, c'est-à-dire les vilains juifs, les épouvantables francs-maçons pédophiles, les horribles homosexuels qui veulent enculer tout le monde, et ces salopards de musulmans, disent-ils, qui veulent envahir tout le monde, égorger et détruire tout le monde. Alors, évidemment, il y a plein d'éléments qui sont pris pour créer un discours qui est le discours conspirationniste. Tout comme le système prend un certain nombre d'éléments et il y a un discours du système. C'est pas parce qu'on n'adhère pas au discours conspirationniste, mouton noir, qu'on adhère au discours du système, c'est-à-dire mouton blanc. Ce système, il convient de le connaître, de l'analyser, de voir quelles sont ses propositions, de voir ce qui est réaliste, ce qui tient de l'utopie, voire du messianisme. Et parce que c'est pas la première proposition de gouvernance mondiale, il y en a eu d'autres avant, il y a eu celle d'Hitler, il y a eu celle des soviétiques, il y a eu celle de Genghis Khan, d'Alexandre le Grand, de Jules César, un type qui se réveille le matin en se disant qu'il va être le roi du monde et que tout le monde va se prosterner devant lui et qu'il a la science absolue et qu'il est l'élu de Dieu ou qu'il est lui-même Dieu, parce que finalement ils finissent par nous dire qu'ils sont Dieu. Genghis Khan croyait qu'il était Dieu. Ce genre de cas psychiatrique, on en a eu beaucoup dans l'histoire. En France, on a eu Napoléon, par exemple, qui est un cas psychiatrique parfaitement bien connu. Alors, évidemment, le premier point chez les conspirationnistes, c'est qu'ils tentent de donner un sens, de trouver un sens aux événements, à l'histoire. Parce que généralement, c'est des gens qui n'ont pas étudié. S'ils avaient étudié Platon, ils connaîtraient l'histoire des sociétés et les schémas des sociétés.
Pour ma part, eh bien, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait des études de droit jusqu'au master, et je me suis spécialisé dans l'histoire des civilisations, l'histoire des religions également. Je me suis spécialisé en psychologie et j'ai fait des études qui me permettent de commerce, qui me permettent de comprendre comment fonctionne le système financier et le système commercial. Ma base, c'est une base juridique parce que je viens d'une famille de juristes et donc on cherche les lois naturelles qui sont derrière la nature, les lois sociales qui sont derrière la société et comprendre bien comment ça s'organise. Quand on est un médecin, on essaye d'étudier les lois du corps, comment le corps fonctionne, on s'aperçoit qu'il y a des organes et il y a des fonctions. Et les organes et les fonctions, eh bien, ensemble, ils créent la loi du corps. Quand la loi du corps fonctionne bien, eh bien, on est en bonne santé. Quand la loi du corps n'est pas respectée, on est en mauvaise santé. Si vous prenez un morceau de bois et vous vous tapez sur la tête, vous allez avoir un hématome. Voilà. Si vous râpez ce bois et que vous avez de la chance, ce bois, il a une vertu médicinale, eh bien, vous allez aider votre corps et aider la santé à se maintenir ou se restaurer. Donc chez les conspirationnistes, généralement, on a des gens qui sont extrêmement ignorants, qui ne sont pas journalistes, qui ne sont pas historiens, qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas juristes, et qui vont tenir un discours dans une espèce de caisse de résonance où tout le monde s'alimente de tout le monde. Parce qu'en réalité, quand vous regardez le gros des théoriciens de la conspiration, surtout dans le monde francophone, ils sont tous steinériens. Il y a une théorie de la conspiration qui est propre à Rudolf Steiner. Je rappelle que Rudolf Steiner a été un des maîtres à penser du nazisme. Donc c'est normal que chez les steinériens, on retrouve une pensée d'extrême droite, une pensée nationaliste, paranoïaque. Le patriotisme, c'est l'amour de soi. Le nationalisme, c'est la haine des autres, pour reprendre la formule de Romain Gary, qui était juif. Encore une conspiration des juifs, diront-ils. Parce qu'en réalité, pour eux, tout ce qui est labellisé juif et qui a un lien particulier avec le judaïsme, eh bien, pour eux, c'est évidemment, immédiatement empoisonné. Or, quand on y regarde de plus près, mais on s'aperçoit qu'Alain Soral a une mère juive, on s'aperçoit que Dieudonné a bien des liens avec le judaïsme, on s'aperçoit que la plupart des personnes qui tiennent un discours conspirationniste sont issues de la communauté juive. Et ils sont certainement les plus virulents antisémites puisqu'ils n'assument pas leur judéité. Et donc ils vont produire un discours qui est un discours de paranoïa, un discours antisémite qui est lié à leur propre problématique d'identité. Ils vont, toute leur problématique d'identité personnelle, leur lien avec le judaïsme, leur lien avec le christianisme, leur lien avec la société, et l'endoctrinement qu'il y a à travers la secte théosophique, la secte spirite et la secte qui en est issue, qui est une conjugaison du spiritisme et de la théosophie, c'est la secte de Rudolf Steiner, l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Ces gens-là nous livrent un discours qui est exactement atteint des mêmes vices que Rudolf Steiner. Un, ces gens n'ont pas étudié, c'est de la pseudo-science. Deux, ces personnes-là n'ont jamais été initiées, c'est du pseudo-ésotérisme, ils n'ont donc aucune connaissance dans aucun de ces domaines, ni le domaine de la science profane, ni dans le domaine de la science sacrée. Et évidemment, tout ce qui vont vous servir est distordu et s'auto-alimente dans une espèce de communauté de psychopathes, il faut bien le dire, qui s'appelle la complosphère. Deuxième point, ils pensent qu'il y a une intentionnalité cachée, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'il y a des gens qui se réunissent tous les matins et qui ont une intention, et que cette intention, elle est perverse. Alors, si on n'adhère pas à la théorie de la conspiration, c'est qu'on est pervers. Regardez par exemple l'exemple d'un célèbre et très nuisible personnage du Maghreb qui s'envoie des mails en prétendant que c'est moi qui les lui envoie. C'est peut-être une personne mal intentionnée qui lui en tout cas c'est pas moi, qui est allé jusqu'à porter plainte contre moi et contre Gérard Fauré, donner des extraits de ce que j'aurais dit avec des petits points qui correspondent pas du tout, il n'y a pas de constat d'huissier, il donne pas in extenso, il essaye de manipuler une juge d'instruction qui prend pour une idiote, et je dois dire qu'il y réussit très bien parce qu'elle se comporte véritablement comme la dernière des idiotes, mais c'est la République. Si être un républicain, c'était d'être intelligent, ça se saurait depuis longtemps. Quand on est républicain, c'est qu'on manque sérieusement de culture, en particulier de culture platonicienne, de culture ésotérique et de culture religieuse. Leur programme, c'est déchristianiser, et leur déchristianisation, leur laïcisation, ils sont incapables de nous dire à quoi cela va aboutir. C'est des gens qui sont engagés dans un processus sans en savoir la finalité. Quelle est la finalité de la laïcisation? Quelle est la finalité
de la déchristianisation, ils n'en ont aucune idée. Ce sont des agents aveugles et souvent très stupides, il faut le dire, du système. Troisième point, donc il n'y a pas d'intentionnalité cachée, et c'est ce que démontre Platon. Platon nous dit qu'il n'y a pas une intention malveillante des élites. Platon nous dit qu'il y a un déterminisme historique, et que dans ce déterminisme historique, il y a des gens qui vont avoir le vent en poupe. Quand vous êtes dans une société traditionnelle comme le califat de Bagdad, si vous voulez être un tyran, vous allez vous faire éliminer tout de suite. Quand vous êtes dans la société actuelle où il n'y a plus de religion, il n'y a plus de califat, il n'y a plus rien, vous pouvez vous comporter comme un petit tyran domestique, la société va adorer ça. Ça s'appelle les pervers narcissiques. On s'aperçoit que chez ces influenceurs, et d'ailleurs chez ces conspirationnistes en particulier, eh bien, ils ont des profils de pervers narcissiques ou de portail organique, en tout cas, de personnes qui souffrent de troubles psychologiques et qui essayent, eh bien, de répandre leurs troubles psychologiques autour d'eux en se posant constamment en référence. La différence entre eux et nous, c'est que moi, ma référence, c'est le Bouddha. Et lui et eux, leur référence, c'est Rudolf Steiner, qui est quand même un psychopathe, il faut bien le dire, avec une science périmée, avec un propos ésotérique qui n'est rattaché à aucune tradition, que sa création personnelle fumeuse avec les maîtres ascensionnés, Alice Bailey, Lucifer Trust et compagnie, etc. C'est quand même des gens qui ont un pet au compteur, d'un point de vue traditionnel. Et d'autre part, eh bien, ce sont des personnes qui souvent se réfèrent à des pratiques de magie, notamment de sorcellerie. C'est ce qu'a fait Rudolf Steiner. Il a récupéré la vieille magie des campagnes, le vieux fond d'Urdic, et élaboré sur cette base, avec de la science périmée, les élucubrations de la société théosophique et de la magie des campagnes, la petite sorcellerie des campagnes. Il a imaginé une espèce de système complètement confus, extrêmement abondant, qui s'appelle l'anthroposophie de Rudolf Steiner, où l'analyse est paralogique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique chez Rudolf Steiner. On est dans un espèce d'organisme flasque et mou qui est le reflet de son époque. C'est d'ailleurs souvent le cadre des philosophes. Rudolf Steiner, c'est un philosophe et on en pense ce qu'on veut, mais il reste un philosophe de son époque. Il reste un des philosophes qui est un des piliers du national-socialisme allemand, du néo-druidisme, du néo-paganisme et d'une espèce de conception de naturalisme fasciste qui a mené à l'Allemagne nazie. Troisième point, l'attitude de ces conspirationnistes, c'est une attitude de paranoïaque. C'est des gens qui sont tout le temps en train de soupçonner tout le monde. Donc, par exemple, moi, je fais une émission sur cette chaîne et sur mes autres chaînes où j'explique l'histoire de l'État d'Israël, j'explique les problématiques qui sont liées à la culture juive, j'explique les problématiques de la relation avec les Palestiniens sur le mode nationaliste, en expliquant que normalement dans l'islam, les juifs et les musulmans ne sont pas en conflit, puisqu'on est deux traditions qui avons vécu ensemble, et les juifs ont un statut de protection, en France en particulier, et dans l'islam en général. Par contre, ces gens-là, eh bien, ils sont tout le temps soupçonneux, donc tout de suite, je me suis fait traiter d'agent d'Israël. Donc j'étais forcément un agent du Mossad, et ce personnage, par exemple ce Kneldor 2019, il se réfère constamment à un individu qui a été condamné pour des appels à la haine contre la communauté juive, contre les francs-maçons et contre l'islam. C'est Alain Soral. Une autre personne qui a dû présenter ses excuses à la communauté juive et à l'État d'Israël, qui est Dieudonné, et quand on les voit sur une célèbre propagande dans un parti antisioniste, qui était concurrent du Front National, donc très à l'extrême droite, on trouve un membre du Hezbollah et un membre de la secte Chabad Lubavitch. Donc comme référence, avoir une secte millénariste russe et avoir un groupe terroriste iranien d'inspiration chiite, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux en matière de sérieux et en matière de crédit. Donc il faut véritablement regarder les gens que vous avez en face de vous. Ce sont des gens qui sont liés à une secte millénariste et un groupe terroriste qui appartiennent à la tradition juive et à la tradition musulmane. Et on a dans le personnage de Soral et de Dieudonné deux déchristianisés et des personnes qui vont avoir des références qui sont plutôt chrétiennes, mais qui ont été complètement élevées dans la laïcité. Dieudonné, à l'origine, c'est SOS Racisme, avec la gauche caviar, et Soral, c'est les milieux homosexuels parisiens, des partouzes, de la mode, et de l'extrême gauche. Et quand on s'aperçoit avec Soral qu'il y a une communication à l'extrême droite et l'extrême gauche, on remarque d'ailleurs que le programme de Marine Le Pen et le programme de Mélenchon, c'est à peu près les mêmes programmes.
Il y en a un d'extrême droite, un d'extrême gauche. Je rappelle quand même que le nazisme, c'est du nationalisme et du socialisme. Et on pourrait même dire du national-communisme. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce qu'est le fascisme et ce qu'est en réalité l'État totalitaire, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. Donc évidemment, pour ces gens-là, il y a eux, ils sont paranoïaques. Et à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vont vous scruter à la loupe en permanence. Donc moi, je me suis fait traiter d'agent d'Israël. Je vois pas en quoi je suis un agent d'Israël, mais enfin si ça leur fait plaisir. D'agents des États-Unis, d'agents de l'OTAN, voilà, avec des gens qui prétendent que j'aurais couché avec, c'était dit sur une chaîne suisse, le type prétend que j'étais un prostitué et que je me vendais mon cul, dit-il, à George Soros. Voilà. Faut savoir que ce monsieur s'est quand même permis de porter plainte contre moi pour avoir révélé qu'en marge de ses concerts, eh bien, il avait été dénoncé pour avoir des rapports sexuels avec des mineurs d'âge. Et on dirait la même chose sur chacun de ces conspirationnistes. Quand on regarde leur casier, les faits pénaux qui sont derrière eux, c'est quand même assez intéressant. Et on trouve plutôt des individualités borderline, c'est-à-dire à la limite de la démence, limite de la folie. Celui de Suisse se prétend le plus grand philosophe de tous les temps qui a tout réalisé. Il nous dit que même que quand on lui dit son nom juif, eh bien que ce personnage, il l'a tué en lui et qu'il est rené. Donc il y avait un juif à l'intérieur de lui, il l'a tué, il est rené sous la forme d'un grand philosophe, joueur de musique, reggae, en reprenant les standards de la musique de sataniste, notamment Welcome to the Hotel California du groupe Eagle, qui est quand même un groupe sataniste et qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui va se faire assassiner, dépecer et dévorer à l'intérieur d'un hôtel. Voilà, et il en a fait un tube version reggae. Si ça c'est pas un cas psychiatrique, il faudra m'expliquer qui doit aller dans un hôpital psychiatrique. D'autre part, quatrième point, le récit conspirationniste, il a une structure populiste. Et dans cette structure populiste, il y a toujours un schéma séparé en deux. Il y a ces salopards de gauche qui sont homosexuels, qui sont francs-maçons, qui sont pédophiles, qui sont islamo-gauchistes, qui sont vicieux, qui sont tordus, etc., qui menacent la société. Et de l'autre côté, il y a les gens qui vont sauver la société parce qu'ils sont des modèles de vertu. Donc le grand héros Donald Trump, le grand héros Jair Bolsonaro et le grand héros Vladimir Putin. Et alors leurs grands héros qui vont les sauver de tout et qui sont les victimes du système, puisque quand ils sont élus, c'est le peuple qu'ils voulaient. Quand ils sont battus, c'est que les élections étaient truquées. Bientôt, si Vladimir Poutine se fait battre en Russie, il a été élu qu'à 52,5% des voix. S'il était battu aux prochaines élections, évidemment, il nous raconterait que les urnes ont été truquées parce que le grand Vladimir Putin était là pour sauver l'humanité. On verra ce qu'il en est de Vladimir Poutine et ses liens avec l'Institut Tavistock des Rothschild. Ça, c'est encore un élément que n'arrivent pas très bien à comprendre les conspirationnistes. C'est le rôle réel de la famille Rothschild qui a construit le système financier actuel. Les Rothschild, on leur doit le système financier actuel. Ils en sont les principaux animateurs, ils en ont été les artisans. C'est un système absolument gigantesque qu'ils ont construit, c'est tout à leur mérite. Après, ils ont leur propre idéologie, qui est due à leur pratique familiale et à leur origine ethnique, et on peut observer ça, et c'est pas parce qu'on critique la famille Rothschild ou qu'on n'est pas d'accord avec elle qu'on est antisémite. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, les Rothschild sont sionistes, et quand on ne peut pas être juif et sioniste. Quand on est sioniste, on cesse d'être juif, puisque le sionisme est une idéologie politique qui rejette le judaïsme traditionnel. Donc pour ces gens-là, eh bien, ils sont forcément du côté du bien, avec Vladimir Putin, Donald Trump et Jair Bolsonaro. Et ils sont des gens de bien, des gens parfaits, de bien, etc. Et tout ce qui n'est pas eux est diabolique et satanique, doit être détruit. Ces gens-là sont pour la liberté d'expression, ils ont le droit de tout dire, ils ont le droit d'insulter tout le monde sans aucune preuve. Moi, je me fais traiter de pédophile, je me fais traiter d'assassin, etc. Alors, j'ai jamais été condamné pour pédophilie et j'ai jamais pratiqué la pédophilie. J'ai jamais été condamné pour assassinat et j'ai jamais assassiné personne, et ainsi de suite. Mais à part ça, eh bien, se faire traiter d'escroc par un escroc, c'est quand même de l'inversion accusatoire. C'est quand même assez typique, notamment pour celui d'Afrique du Nord, de son origine, puisqu'il cache de vous dire que l'origine de sa mère, c'est justement la communauté contre laquelle il a cette haine. Voilà, il n'y a rien de pire que le juif qui déteste sa propre judéité et qui ne l'assume pas.
C'est pareil pour un chrétien qui n'assume pas son christianisme et qui est dans le rejet. C'est pareil pour un musulman qui n'assume pas son islamité, qui va la rejeter et vouloir détruire l'islam. Il y a une haine chez ces gens-là, ils veulent détruire le judaïsme, ils veulent détruire les juifs, et dès qu'il y a un juif ou quelqu'un d'origine juive qui a un comportement erroné, ils l'imputent immédiatement à la communauté. C'est un propos complètement dualiste. Ce personnage, par exemple, du Maghreb qui dit « Tiens, Elisabeth Lévy, comme par hasard !» Voilà, et puis il part sur son délire antisémite, etc. Il a été d'ailleurs retoqué plusieurs fois, je dois dire assez bêtement, par balancetonantisémite.com. Et on s'aperçoit que ce personnage, en réalité, il va subir le même sort que Soral, c'est-à-dire des condamnations judiciaires extrêmement sévères, auxquelles il va échapper en s'enfuyant. Il va devoir présenter ses excuses et qu'on s'apercevra que derrière, c'est une immense arnaque avec quelqu'un qui est drogué. Parce que dans le cadre de Soral, c'est quelqu'un sous Subutex, avec tout le comportement de quelqu'un sous Subutex. D'autre part, cinquième point, eh bien, ces gens-là, ils ont un rôle très antagoniste avec la science. Que ça soit la science moderne ou les sciences traditionnelles, les sciences de l'âme, donc que ça soit la gnose ou que ça soit la science moderne, ces gens-là ont un discours antagoniste. Ils détestent la gnose. Pour eux, c'est systématiquement le mal et c'est constamment les élites, voire les itis. Et de l'autre côté, ils détestent la science. Et la science moderne est pour eux systématiquement diabolisée, comme si les chercheurs, moi j'ai travaillé au CNRS pendant un certain temps, j'étais assistant ingénieur chargé d'industrie et chargé de mission industrie et de mission Europe. Je peux vous assurer que les chercheurs que j'ai rencontrés, c'était plutôt des gens qui avaient envie de servir l'humanité, qui étaient des passionnés par leur travail, par leur recherche. Quelquefois, leurs recherches, elles avaient des applications industrielles, quelquefois, elles n'en avaient pas, mais c'était des gens qui étaient éperdus de connaissances. Et très souvent, j'ai trouvé des gens croyants, d'ailleurs, chez ces gens scientifiques, des gens qui croyaient en Dieu, qui avaient une foi très enracinée et qui étaient basés sur l'observation. C'est que quand on voit la complexité du vivant et la façon dont le vivant se dirige, c'est difficile de croire qu'il n'y avait pas derrière quelqu'un avec une intention. Reste à savoir qui. Évidemment, ces gens-là, ils n'hésitent pas à utiliser le langage des publications scientifiques. On va vous parler, par exemple, de médecine quantique. Mais est-ce qu'il y a une formation à la médecine quantique ? Ils vont nous dire qu'ils sont diplômés en médecine traditionnelle chinoise. Mais quel type de formation ? Dans quelle université en Chine ? Et on s'aperçoit que, généralement, toute leur formation intellectuelle et leur formation professionnelle, elles s'effritent. Comme ça, on a des gens qui ne sont pas crédibles. Qu'on ne souhaite pas trouver sa place dans l'université laïque, républicaine, je le comprends très bien, c'est mon cas. Je ne souhaite pas participer de la République, je ne souhaite pas participer de la laïcité, et je ne souhaite pas participer de l'université. N'empêche que j'étais près de 10 ans à l'université, je me suis posé la question de devenir moi-même professeur d'université, j'en ai eu la proposition d'être professeur d'histoire du droit, il y a une dizaine de chaires disponibles. Comme le directeur et le staff de l'université dans le même parti politique que moi, c'est-à-dire le MoDem, on m'a proposé de finir mon doctorat dont le sujet était l'influence de la charia islamique sur le code civil de Napoléon, puisque j'ai pu remarquer qu'il y avait des parties entières du code civil de Napoléon qui avaient été pompées sur le code autrichien, et sur le code ottoman. À l'époque où Napoléon a créé le code civil puis le code pénal, eh bien, il est évident qu'il y a eu des sources d'inspiration pour les rédacteurs de ces codes et que, eh bien, le code civil, c'est pas la Bible, elle n'est pas descendue du ciel ni le Coran. Le code civil et le code pénal sont des constructions humaines avec des sources d'influence. Donc dans ce domaine-là, on s'aperçoit que les conspirationnistes, ils souffrent de 5 tares. Premièrement, ils tentent de trouver un sens sous les événements qui généralement est paranoïaque, et le sens qu'ils trouvent est faux, parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de formation en philosophie et ils ne connaissent pas l'histoire des civilisations, donc ils ont un défaut de formation. Deuxièmement, ils pensent qu'il y a une intentionnalité perverse cachée en permanence, et qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de choses aléatoires, tout est calculé dans le moindre des détails. C'est vraiment le discours des paranoïaques, des gens qui se sentent persécutés, ils ont l'impression que toute l'humanité est contre eux et que ça s'articule. D'autre part, ces gens-là émettent donc eux, ils sont parfaits, mais ils mettent constamment le soupçon sur les autres. Dès que je m'exprime sur Israël, c'est que je suis un agent d'Israël. Quand je rappelle que l'Israël est un État de droit, qui est né d'une décision des Nations Unies, que les Nations Unies
eh bien, sont nés de la SDN, que la SDN est née du traité de Versailles, que le traité de Versailles est né du convent intermaçonnique de Versailles de 1919, et que, eh bien, tout ça a été précédé par l'accord de Balfour, qui crée une communauté, une colonie sioniste d'inspiration anglo-saxonne en Judée, en terre islamique, et que c'était un effet d'aubaine, puisque 1 million de chrétiens avaient été exterminés par Atatürk, et donc l'espace était plutôt vide. Les Turcs ont éliminé 1 million de personnes, Jérusalem était vidée du tiers de sa population, et donc c'était une bonne opportunité pour créer une colonie sioniste. Est-ce que ça veut dire que c'est les sionistes qui ont commandité le génocide des Arméniens? Eh bien, ça, c'est un discours paranoïaque. Et il faut l'établir. C'est-à-dire que quand on accuse les sionistes d'avoir payé Atatürk, et en particulier Rothschild, pour organiser le génocide des Arméniens, ben c'est quelque chose qui se prouve. Or, le lien entre Atatürk et les sionistes, et notamment la banque Rothschild, il est clair. Donc là, on ne rentre pas dans un discours paranoïaque, on rentre dans un discours d'historien. Mais ces gens-là sont tout le temps en train de faire des soupçons. Moi, j'ai du sang juif, donc forcément, je fais partie de la communauté magique. Or, que ça soit le type de l'Est de la France, que ça soit le type de Suisse ou que ça soit le type d'Afrique du Nord, ils ont des liens avec la communauté juive. Et même l'un d'entre eux est parfaitement juif, déjudaïsé, mais parfaitement juif. Là, une fois de plus, eh bien, leur idée de voir des juifs partout et que le judaïsme serait une tare, ça correspond à leurs problèmes personnels. Eux, ils considèrent que le sang juif qu'ils portent en eux serait une tare et ils sont en lutte contre ce sang juif à l'intérieur d'eux. Moi, j'aime beaucoup les juifs, ce sont des gens extrêmement moraux, j'ai beaucoup appris avec les rabbins, j'ai beaucoup fréquenté la communauté juive, comme la communauté musulmane, et j'y ai trouvé les personnes les plus extraordinaires et les plus honnêtes que j'ai rencontrées dans ma vie, très certainement plus que beaucoup de républicains déchristianisés, en particulier dans la justice. Évidemment, ces personnes-là, c'est des populistes, ils sont là pour ameuter les foules et faire de l'argent en ameutant les foules. Et ces gens-là, ils sont dans l'antagonisme avec la science moderne ou les sciences traditionnelles. Ils rejettent les deux. C'est-à-dire quand ils vous parlent de la science, c'est pas de la science, et quand ils vous parlent de la gnose et de la tradition, c'est pas de la gnose et pas de la tradition. D'un côté, souvent, c'est de la pâte à science, et c'est des choses qu'ils n'ont pas bien compris. Et de l'autre côté, quand il parle de la gnose ou quand il parle des sciences traditionnelles et de l'ésotérisme, il se réfère à des auteurs extrêmement douteux, comme le spiritisme d'Alan Kardec, qui a été créé par un pharmacien complètement cinglé, qui a fini sa vie complètement dément, possédé, par Blavatsky, qui a passé 7 ans à se prostituer dans les cimetières du Caire où elle a appris le cirque, c'est-à-dire la sorcellerie arabe. Et d'autre part, Rudolf Steiner, c'est quelqu'un qui eh bien, a été formé dans la société théosophique, qui nous dit qu'il aurait été initié par des maîtres ascensionnés. Voilà. Quand on lui a dit qu'il n'existait pas, il nous a raconté qu'il avait été initié par Blavatsky. Anna Blavatsky dit elle-même qu'elle a été initiée par les maîtres ascensionnés. Donc on s'aperçoit qu'on est des gens qui ne sont ni dans la science moderne, profane, ni dans la science sacrée, dans les sciences traditionnelles. Et c'est d'ailleurs là où le bas blesse pour eux, et c'est ce qui les rend absolument nerveux. En règle générale, ces gens-là, d'ailleurs, ils n'arrivent pas à briller par eux-mêmes. Alors s'il y a le fou sur le modèle suisse, où il est le plus grand philosophe de toute l'histoire des temps, il m'a fait une liste de questions, il m'a envoyé une liste de questions, qu'est-ce que la vérité, etc., etc. Enfin, c'est même pas niveau de terminale en philosophie, même niveau 3e, ça vous dit à peu près le niveau où on est musicien, on est intellectuel, on est rarement les deux. Hein. Voilà, sinon ça se saurait. Et quant à l'autre, eh bien, celui de l'Est de la France, qui travaille dans le domaine médical, son frère aussi, qui a travaillé toute sa vie pour Big Pharma. C'est pas forcément faux ce qu'il dit, il y a son frère derrière qui est quand même médecin, mais ça reste quand même sujet à caution, surtout quand c'est associé à un discours conspirationniste. Je pense que on peut donner un certain nombre d'informations médicales. On peut être critique par rapport aux orientations de la politique publique en matière médicale, mais quand on associe ça avec Donald Trump, les onagrammes de Madonna, les extraterrestres, et puis les contes et légendes, et puis toutes les histoires qu'il a pu raconter, je pense que ce personnage, il confond son univers fantasmagorique de membres de descendants de la communauté juive italienne, fortement déjudaïsée, fortement laïcisée et déchristianisée au service du système, sans s'en rendre compte,
dans lequel il est un des éléments. La théorie de la conspiration, elle participe du système, elle en est un produit. Elle est même le pur produit du système, c'est-à-dire quand on n'a rien compris au système, et quand on se sent attaqué par le système, on va aller vers la théorie de la conspiration. Voilà, c'était la première étape, l'étape où je voulais vous expliquer quel était mon propos. Évidemment, on prend beaucoup de risques à dénoncer les conspirationnistes. Moi, j'ai jamais été attaqué par le système. J'ai toujours été attaqué par des psychopathes paranoïaques. J'ai été attaqué par des groupes de pédophiles, j'ai été attaqué par des groupes de trafiquants de drogue et j'ai été attaqué par des assassins qui se cachent au sein de l'État. J'en ai apporté toutes les preuves. Qu'il y avait des réseaux de pédophilie, de promotion à la pédophilie, il y avait des réseaux de trafic de drogue, et il y avait des réseaux d'assassinat politique à l'intérieur des institutions. Ça ne veut pas dire que les institutions sont tenues par ces gens-là, mais ça veut dire qu'il y a une problématique du harcèlement en réseau, notamment de groupes mafieux à l'intérieur des structures de l'État. C'est d'ailleurs ce que dit la revue de criminologie, et c'est d'ailleurs ce que dit le professeur Nicolas de Surmont, qui est un professeur d'université belge, qui a soutenu une thèse à l'université de Chicoutimi au Canada, au Québec, au Canada, et qui, lui, nous dit qu'il y a une problématique du harcèlement criminel en réseau et de réseaux mafieux à l'intérieur des institutions. Est-ce que les institutions sont tenues par des mafieux? Non. Les institutions, elles sont tenues par des gens qui sont élus, et ces gens-là sont élus parce que des personnes du monde économique favorisent leur candidature, quel qu'il soit. Pour faire financer sa campagne électorale, il faut se tourner vers une banque et lorsque le système bancaire dit que vous ne l'intéressez pas, eh bien vous ne pourrez pas financer votre campagne électorale. Jacques Cheminade, ça lui a coûté très cher de se présenter aux élections puisqu'il a été ruiné. Donc on voit bien que chez les conspirationnistes, ça pêche d'un point de vue traditionnel et ça pêche d'un point de vue moderne. À la fois, c'est pas des laïcs, scientifiques et profanes, et à la fois, c'est pas des gens qui sont dans le domaine sacré, dans le domaine de la gnose et dans le domaine des traditions. Ils sont dans un entre-deux, dans un milieu interlope, où ils empruntent aux deux systèmes autour d'un discours qui est principalement réécrire l'histoire. Deuxièmement, penser qu'il y a une mauvaise intention derrière tout le monde qui n'est pas d'accord avec eux. Troisièmement, ériger le soupçon contre tout le monde, mais surtout pas sur eux. Ils veulent absolument pas qu'on les soupçonne, notamment d'avoir des liens génétiques avec la communauté juive. D'autre part, ces gens-là, ils ont un discours qui est totalement populiste, et encore ces personnes-là ont des problèmes avec la science, qu'elle soit profane ou sacrée. Une fois qu'on a compris ça, eh bien on peut passer à la deuxième vidéo que je vous propose à la suite. Et dans cette deuxième vidéo, on va voir le discours sur Vladimir Poutine. Il y a un discours conspirationniste sur Jair Bolsonaro que j'ai démonté complètement puisque j'en ai fait un cours ici en portugais. Comment sortir de cette maladie mentale qui s'appelle le bolsonarisme. Como sair dessa doença mental chamada o bolsonarismo. Et j'explique dans ce cours toute l'idéologie qu'il y a derrière Bolsonaro. Bolsonaro, il a détruit la religion, il l'a discrédité, il a détruit la franc-maçonnerie, il l'a discrédité, il a détruit l'économie, il a détruit la société brésilienne et il est responsable d'assassinats politiques, de génocide et il est impliqué dans un vaste schéma de corruption et de narcotrafic. Donc, il faudra se trouver du côté du Mulhouse, il faudra peut-être se chercher un autre héros à adorer et un autre bouc émissaire que le président Lula, qui est en train de faire pour le Brésil ce que peu de personnes ont fait depuis Pierre II du Brésil. On juge un homme politique aux faits, et les faits qui sont en route, eh bien, ils parlent pour eux. Alors bien entendu, je vais me faire traiter de gauchiste, de pro-Biden, etc. Parce que quand vous n'êtes pas d'extrême droite, c'est que vous êtes forcément à l'extrême gauche. Ces gens-là ont du mal à penser que aux États-Unis, si vous n'êtes pas républicain, vous êtes démocrate. Mais quand vous dites que vous n'êtes ni républicain ni démocrate, vous n'arrivez pas à rentrer dans leur logiciel. C'est normal, une grande boîte d'intelligence ne peut pas rentrer dans une petite boîte remplie de bêtises. C'est techniquement impossible. Et je dois dire que ces gens-là ont vraiment une petite boîte remplie de tas de conneries. Alors on va maintenant passer, sans se montrer méprisant, à la suite. Et dans cette suite, eh bien, on va voir comment le discours conspirationniste a récupéré, après Jair Bolsonaro et Donald Trump, le dictateur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et le corrompu, et très certainement aussi le pédophile. Parce que c'est un argument, il voit des pédophiles partout en Europe, mais il devrait plutôt regarder celui qui est dans son miroir, et tout son parcours personnel montre, et un certain nombre de ses attitudes, quand on est psychologue et qu'on analyse Vladimir Poutine, on voit que ça a été un enfant abusé sexuellement. Et tout dans son discours, tout dans son analyse, tout dans son comportement montre que c'est quelqu'un qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. On voit ça dans une deuxième vidéo. À tout de suite.